démarrer chaque séance. Donc, je disais ce matin, je me suis adressée aux élèves de 5e. Donc c'était formidable, je n'ai pas trop l'habitude de m'adresser aux élèves de 5e, mais bon, ils m'ont écouté de façon très attentive, alors j'espère que, voilà, je remercie celles et ceux qui sont là et que d'autres personnes vont nous rejoindre pour ce panel, en effet, avec, disons, j'ai fait un casting, je crois, qui est assez exceptionnel, avec des femmes expertes, engagées. Donc je vais les présenter déjà avant de démarrer sur la thématique. Lydie Acué, donc, qui est là à ma gauche. Lydie est docteur en informatique. Elle vous racontera comment elle a été passionnée par l'informatique. Et maintenant, elle transforme la BPI en FinTech. Hein, tu nous raconteras. Et donc, elle est à la BPI Chief Officer Digital. Laurence de Villers, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui vient de sortir un bouquin formidable, je vous le dis là, l'IA, ange ou démon, le nouveau monde de l'invisible. Laurence est professeure spécialiste de l'IA, la relation homme-machine à la Sorbonne, et conférencière, et vous pouvez retrouver ses ouvrages. Ils sont toujours très très utiles sur le sujet que nous connaissons. Et puis je termine avec Maëlie Stopp. Maëlie Stopp, c'est une entrepreneure de la tech et elle est la présidente du chapitre, du groupe à l'intérieur du syndicat de l'industrie du numérique Numéum, d'une initiative qui s'appelle Nova Tech pour favoriser les femmes dans la tech. Alors parmi les trois, d'ailleurs, il y en a deux que j'avais auditionnés, Laurence et Maëlys. Lydie, je ne te connaissais pas encore, quand nous avions réalisé au Conseil à l'égalité un rapport sur la représentation des femmes dans le numérique, à la fois le contenant et le contenu, c'est-à-dire le contenu du numérique. Et donc, nous avions d'ailleurs intitulé ce rapport « Le cercle vicieux du sexisme », puisque si vous allez sur Instagram, YouTube ou TikTok, c'est quand même le règne des stéréotypes ou de l'invisibilité des femmes. Il n'y a que 8% créatrices de contenu sur Google parmi les 100 vidéos les plus regardées. Ou alors, ce sont les stéréotypes sur Instagram de la femme idéale dans la maternité. Sur la filière, je crois qu'on en a parlé ce matin, c'est pas la peine que je rappelle les chiffres, mais ce qui ressort surtout, et sous le Haut Conseil à l'égalité, en fait, dans notre commission, nous analysons chaque fois le problème de parité, les enjeux de parité. On va sortir dans 15 jours un rapport sur le sport. Et ce qui est malheureusement, je dirais, intéressant à noter, c'est que quel que soit le secteur, on retrouve les mêmes mécanismes d'exclusion, d'invisibilisation des femmes, de sexisme. Et dans la tech, où là j'ai fait une grande partie de ma carrière, il est clair que, pour reprendre les mots de notre chère Isabelle Collet, l'absence des femmes dans la tech n'est pas une fatalité, il faut démasculiser le secteur. Je vous redis cette citation, je disais ce matin dans mon discours d'ouverture, parce que je pense que c'est important de redire qu'il y a là un enjeu de pouvoir. Et donc l'idée, c'est dans cette table ronde, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, et donc pour avoir ce colloque avec des solutions concrètes. Alors je démarre avec toi, Laurence. Bon, j'expliquais que tu es spécialiste de l'IA, et c'est vrai que les inquiétudes que nous avons sur la non-féminisation et sur les risques de mixité sont accentuées avec l'IA. Alors l'IA génère un certain nombre de craintes, et tu en parles en effet dans ton livre pour démystifier quand même un peu ce qu'est l'IA. Mais je dirais sur la question, je vous disais ce matin que 88% des solutions, j'avais appris ce chiffre de toi, 88% des solutions IA sont développées par des hommes. Donc comment lutter, je dirais, contre les biais de genre, et quelles sont, je dirais, les orientations et les conseils à ce stade-là que tu donnes pour que les technologies n'aggravent pas nos inégalités? Bonjour à tous. Déjà, je constate qu'il n'y a pas d'hommes qui vont écouter cette conférence. Donc il y a 2 hommes sur une cinquantaine de personnes. J'en appelle donc aux messieurs qui sont dans cette brillant hémicycle de venir écouter ce que les femmes ont à dire sur l'intelligence artificielle. J'en ai complètement marre de me retrouver dans cette position. Donc s'il n'y a pas plus d'hommes qui viennent là, moi je m'en vais. Bravo. Messieurs, si vous voulez bien vous asseoir. Et les jeunes aussi, là au fond, là que j'ai vu discutailler, ils sont tous en train de regarder la techno sans se préoccuper de ces problèmes de biais. C'est ça le premier sujet. On ne nous écoute pas, les mecs ne nous écoutent pas. Deuxième point,
Lorsqu'on fait de la reconnaissance de la parole, par exemple, eh bien, il y a moins de données de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire que ces technologies marcheront mieux pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que vous êtes conscientes de ça, mesdames? C'est que demain, ces outils marcheront moins bien pour nous. Deuxième point de vigilance, il n'y a toujours pas d'hommes qui viennent. Troisième point de vigilance, ces systèmes qui nous parlent. Il y a beaucoup de vulnérabilité face à ces systèmes. Bon, les mecs ne vont pas écouter, donc ils seront les premiers vulnérables. En fait, quand une IA générative produit du texte, que se passe-t-il? Eh bien, c'est un fousitou de données qui est mis dans le cœur du large language model que j'utilise avec mes étudiants et qui produit une phrase. C'est-à-dire que si je parlais de métaphysique de l'IA, il n'y a aucun ancrage dans le réel. Cette phrase, c'est une combinaison de bouts de choses. Alors, c'est pas vrai tout le temps. Si je pose une question à ce système, qui est une question hyper précise, je vais avoir peut-être un plagiat, parce qu'on va trouver un truc très précis. Et là, parfait. Si je pose une question générale, j'aurai ce fousitou de choses qui va arriver, qui n'a aucun sens, aucune intention, rien du tout. C'est de l'algorithmie pure. Troisième point, si je pose une question où il n'y a pas la réponse dans mon corpus de données, je vais aller halluciner. C'est comme ça que les vaches pondent des œufs. On est très content de savoir que cette IA générative a un pouvoir économique fort, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas démystifié comment ça marche, on ne saura pas. Dernier point, on projette sur ces machines qu'elles ont des connaissances. Non! Si je vous ai expliqué ça, elles n'ont aucune connaissance. Elles reproduisent quelque chose en mélangeant plein de sources. Ce sont des sources qui n'ont aucune information ni spatiale ni temporelle. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des mots du passé qui reviennent, ce qui est assez rigolo. On va mélanger du langage informatique avec du Molière et avec les dernières tribunes politiques et les fake news. Donc dans ce charabia qui est le fousitou, où on va graber tout ce qu'il y a sur Internet, vous vous rendez bien compte que c'est incertain la sortie. Donc il est normal de se préoccuper de cela et des inégalités. Il y en aura toujours, c'est jamais neutre. On projette qu'il y a des connaissances, on projette qu'il y a des affects, et on projette qu'il y a des règles morales dans ces machines. Or, si je vous pose la question, vous utilisez ChatGPT, est-ce que vous êtes poli avec lui? Oui, vous faites bien, même si c'est une machine, parce que c'est de données de gens polis à l'intérieur. Le paradoxe, il est compliqué pour nous, parce que c'est nos données et de l'algorithmie dessus. Je pense qu'il faut démystifier cela auprès de la gente masculine qui, en majorité, comme tu l'as dit, est en train de faire fonctionner ces systèmes en pensant faire résonner une machine qui sera bientôt consciente. Elle ne sera pas consciente, elle n'a pas de biologie à l'intérieur, il n'y a aucun mécanisme qui va amener ça. Et même si ces machines, on nous dit, résonnent maintenant, c'est encore de l'algorithme. Par exemple, je prends le prompt, je les coupe en petits bouts, j'envoie plusieurs requêtes et j'ai une mémoire de travail dans laquelle je vais aller chercher une meilleure réponse que si j'avais répondu directement. C'est un algorithme. Donc attention à ce que l'on dit et attention au monde masculin. Je vais y aller à fond parce qu'ils ne sont pas venus, quelques-uns, et pas beaucoup. Parce qu'il y a une méconnaissance totale de cela et on fonce vers des prothèses qui demain peut-être vont nous asservir dans le sens où il y a MIT aussi qui sort un très bon papier en disant qu'on est en train de baisser en qualité intellectuelle. Les enfants sont les premiers vulnérables à l'école. Est-ce que demain, on laisse ces prothèses partout pour nos enfants? À la Sorbonne, ils trichent partout et ils sont en train de désapprendre comment on fait un plan, comment on fait un CV, plein de choses qui sont pourtant très utiles. Merci. Bon, après ce cri, on peut applaudir, hein, ce cri d'alarme et ce coup de colère. Donc je vois qu'il y a quelques hommes qui sont arrivés discrètement s'asseoir. Bon, très bien. Nous remontons le taux de mixité. Donc Maëlys, écoute-toi, alors évidemment l'industrie du numérique est particulièrement confrontée, il y a des potentiels d'emploi énormes dans le numérique et toujours des chiffres qui ne progressent pas. Je disais ce matin dans le discours d'ouverture que dans tous les pays de l'OCDE, je crois que sur 10 ans, on a progressé de 1% sur en effet le nombre de femmes dans les technologies de l'information, peut-être un peu plus en IA, mais à voir. Donc quelles sont, je dirais là, pour aller concrètement, les actions au-delà
je dirais de ce monde on connaît, pensons des rôles modèles, la lutte contre le sexisme, etc. Qu'est-ce que en fait vous faites à Novatech pour aller, je dirais vraiment, pour renverser la tendance et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui arrivent dans nos métiers? Tout d'abord, je vais faire comme Laurence. Moi aussi, j'en ai marre de faire partie de cette minorité de femmes entrepreneurs dans la tech, 10%, minorité des femmes qui ont levé des fonds, 2%, minorité des femmes qui sont dans les COMEX, CODIR du numérique, 15%. Et pourtant, quand on fait effectivement des événements et des conférences sur pourquoi il faut féminiser la tech, eh bien, on est 90% de femmes à écouter. Donc, messieurs, vous êtes toujours bienvenus. Il y a encore quelques places ici. Merci, Laurence, d'avoir fait cet appel. Donc, Numéum, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce syndicat patronal. C'est la première organisation du numérique en France, 2500 entreprises adhérentes, soit 85% du chiffre d'affaires du numérique en cumul en France. Donc Numéum a évidemment une action très forte en affaires publiques et pour accompagner les acteurs de la filière avec pour la première fois en 50 ans une femme présidente qui s'appelle Véronique Turner qui elle aussi fait partie de ces minorités de minorités puisque elle a une très très belle entreprise avec qui elle a fusionné avec le groupe Smile. Et donc Nova InTech, qui est une des initiatives de Numéum pour la mixité du numérique. Évidemment, on a observé ce qui se fait, et notamment auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Et là, bravo à tous et toutes qui œuvrez ici, parce qu'il y a beaucoup d'associations, et notamment Femmes at Numérique, l'initiative aussi Tech pour toutes. Et là, vous faites un travail de terrain absolument remarquable. Donc nous, syndicat patronal, on se devait d'avoir une action vraiment très B2B et en complément de ce qui se fait par ailleurs. En complément de Sista par exemple, en complément aussi de ce que mène France Digital avec Maya Noël qui est présente ici, qui va intervenir tout à l'heure. Donc nous avons 4 actions terrain et d'influence et nous voulons agir sur 2 leviers. Premièrement, l'attractivité de la filière. Parce que oui, en France, la filière n'est pas assez attractive pour les filles et les femmes. Et je pense que c'est de notre responsabilité, nous, entreprises de la tech. Deuxième action, la visibilité évidemment des femmes, parce que la filière ne sera pas suffisamment attractive si les jeunes filles, leurs parents, leurs professeurs ne voient pas suffisamment de femmes dans les médias ou sur scène. Donc on a 4 actions. Une action pour inciter et accompagner les entreprises à recruter des femmes en reconversion. Ça, c'est extrêmement important puisque vous savez sans doute que le secteur est pénurique, on manque de talent et malheureusement, le vivier dans les écoles d'ingénieurs en France est en train de baisser. Ça, c'est catastrophique. Donc, il y a quand même un moyen de compenser et de toutes les façons, c'est mathématique. En 2030, à peu près, je pense, 2/3 des métiers qui existent dans le numérique n'existent pas encore. C'est à peu près ça les chiffres. Hein. Donc de toutes les façons, la reconversion va devenir un indispensable et va passer de nice to have à must have. Deuxième action, nous emmenons des femmes entrepreneurs ou dirigeantes C-level dans des salons à l'international, des salons emblématiques comme le Web Summit. Dans 2 semaines, nous partons au GITEX Africa. Vivatech. À l'automne, nous avons 2 rendez-vous, New York, Montréal et à nouveau Lisbonne en novembre. Et là, c'est extraordinaire parce que quand on est sur un salon à l'international, comme vous le savez, ça fait le vu à la télé. Ça a un très très fort impact, notamment sur LinkedIn. Et puis, et moi, c'est ce qui me fait lever tous les matins, ça booste le business des femmes entrepreneurs et ça booste la carrière des femmes C-level. Donc ça, c'est la mesure d'impact est assez nette. Le Web Summit l'année dernière, sur une vingtaine de femmes, il y a 10 femmes qui nous ont déclaré avoir 1 million de chiffre d'affaires potentiel. Donc c'est énorme. Troisième action, et là, c'est une action évidemment qui m'est très chère, c'est d'enfin embarquer les hommes.
Alors, rassurez-vous, Là, on a besoin de messieurs. toi, alors. Rassurez-vous, on n'est pas là pour vous culpabiliser, notamment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gender fatigue et on peut que vous comprendre. On n'est pas là pour vous culpabiliser, mais au contraire, décomplexer. Et là, ce sont des hommes qui portent la parole auprès d'autres dirigeants masculins, ceux qui ne sont pas encore assez investis sur le sujet, donc à peu près 85% des dirigeants en France. Et puis, quatrième action, c'est d'identifier dans notre CRM des femmes expertes chez nos adhérents pour qu'elles soient intervenantes dans nos événements. Merci, mais je crois que c'est une beau panoplie d'actions et c'est vrai que c'est la force aussi, hein, la force collective quand tu emmènes les femmes dans ces événements, elles font du buzz, elles font du business. Alors maintenant, Ludie. Alors Ludie, toi, tu n'as pas eu besoin, finalement, tu vas nous expliquer, mais toi, tu me disais que tu étais passionnée par l'informatique. Donc comment c'est arrivé cette passion pour l'informatique? Alors, moi je vais raconter plus un parcours. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents scientifiques. Et en arrivant, je me faisais la remarque de me dire que c'est très tard que j'ai fait une différence entre littérature et sciences. C'est-à-dire que j'aimais les deux de manière égale. Et j'ai dû faire un choix au niveau de la seconde. Est-ce que je continuais en section littéraire ou je continuais en section scientifique? Et c'est là, et d'ailleurs ça a été un choix terrible. Ça a été un choix terrible dans le jeu, il fallait choisir. Et j'avais un amour particulier pour les mathématiques. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des mathématiques. Et pour une raison purement d'opportunisme, il fallait que je trouve un débouché très vite, initialement. C'est là où j'ai basculé en informatique. Et j'ai compris quelque chose en informatique. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, et je vais en venir sur ce que tu as dit, plusieurs choses, il y a deux choses. L'informatique, la tech, moi j'aime bien dire la tech, est la fabrique de notre réalité. Pour venir ici, tout le monde possède des smartphones dans la salle, tout le monde va sur Internet, tout le monde achète en ligne. Aujourd'hui, les impôts, c'est informatique. En fait, on oublie souvent que l'informatique est la fabrique même de notre réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet de faire ou ne pas faire d'informatique, c'est qu'on n'a pas le choix. L'informatique, et je vais forcer le trait, c'est la vie, en fait, d'une certaine façon. Et ça, j'en ai pris conscience quand je suis allée dans les filières informatiques. Pour la première fois, je fabriquais du code, et ce code avait un impact direct, tangible. Et c'est ça la révélation que j'ai eue. Pour la petite histoire, il faut savoir, j'ai un handicap invisible. Je suis dyspraxique biomotrice, c'est-à-dire que j'ai du mal à coordonner mes gestes. Surtout quand je suis fatiguée, ça se voit. Et j'avais beaucoup de mal à faire des travaux manuels quand j'étais petite. Et quand j'ai découvert que je pouvais fabriquer avec l'informatique, enfin, j'avais le pouvoir de fabriquer les choses de mes mains, ça a complètement changé mon parcours. Donc voilà pour ajouter à la question. Et moi, j'aimerais revenir un peu sur tout ce qui a été dit aussi. C'est pour rejoindre Isabelle Collet qui dit que ce n'est pas une fatalité. J'ai l'habitude de travailler avec des bugs. Les bugs, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas. Il y en arrive souvent. Les bugs, c'est inhérent à ce qu'on fait en informatique. Pour moi, la représentativité des femmes en informatique, non seulement ce n'est pas lié à l'informatique, si on regarde socialement dans nos sociétés, c'est juste le portail des stéréotypes dans un domaine en particulier, et c'est un bug. C'est-à-dire qu'on a les capacités de le résoudre. Oui, si. On a les capacités de le résoudre. Et moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui dans cette table ronde. C'est un bug. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Laurence, parce qu'en fait, si en effet il y a un bug, on a raté un peu le virage, comme l'expliquait ce matin Isabelle, de l'informatique traditionnelle, est-ce que quand même avec l'IA, avec le quantique, avec ces technologies émergentes, il y a une chance pour les femmes de prendre le pouvoir et de s'engouffrer dans ces filières? Oui, alors il y a beaucoup de chance parce qu'on va tous y laisser peut-être notre santé mentale, vos enfants, les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes. Donc il va falloir s'intéresser à l'hybride, c'est-à-dire médecine et IA, ou alors, je sais pas moi, orthophonie et IA, ou littérature et IA. On va être obligé
Si demain vous voulez que vos enfants aient un job, il faut qu'ils fassent plus IA ou plus numérique. C'est vraiment, on choisira, les prochains qui vont choisir RH, là, ils vont entre quelqu'un qui a fait médecine et quelqu'un qui a fait médecine et IA, il va prendre celui-là. Ça, c'est vraiment définitif. Donc, comme tu le disais, on est obligé de faire ça. Sur les bugs, il y aura toujours besoin d'un esprit critique et d'une certaine distance par rapport à ce que font les machines. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais zéro bug, comme il n'y aura jamais zéro stéréotype. C'est normal, ça fait partie de notre vie, tout ça. Les biais cognitifs, on en a plein. Donc ces machines, elles ont plein de biais aussi qui sont différents. Et c'est important de comprendre ça. Alors, pour revenir à un sujet qui est important, qui sont les talents de demain. J'étais à Station F le 11 février pour parler dans une table ronde avec le responsable de iParis, c'est-à-dire toutes les grandes écoles, plus le responsable qui s'appelle Thierry Coulon, plus le responsable d'une petite école d'ingénieurs, plus moi je représentais l'université. Il y a eu des questions dans la salle qui m'ont étonnée et que je ne m'attendais pas à avoir, qui ont trait au fait de ce qui est en train de se passer en ce moment. Ils recrutent des jeunes, donc majoritairement des garçons, puisqu'il n'y a pas de filles, qui sortent d'écoles d'ingénieurs, et ils sont tous en train de se plaindre, les SME, les PME et tous les grands groupes, qu'ils se font copier sur ChatGPT les codes, et qu'ils sont incapables de débugger. Il y a une montée en puissance de la recopie, qui fait qu'on n'a plus de créativité et que vraiment ces managers me disaient mais c'est affolant, on ne peut pas tous aller se payer un X ou un centralien là qui aura un regard un peu déporté sur le truc. Il est urgent que dans toutes ces filières et partout on ait une hybridation entre sciences humaines et tech, on devienne expert en tech avec une grande partie de compréhension de ce que sont les stéréotypes, les trucs et machins pour éviter de recopier à longueur de journée par paresse ce que font ces systèmes. Sinon c'est nivellement total et on va baisser en créativité et c'est déjà ce qui apparaît. Et quand je citais tout à l'heure le papier du MIT qui dit qu'on est en train le pouvoir cognitif des enfants est en train de baisser, c'est une réalité. Alors pourquoi les femmes sont importantes dans tout ça? Parce que, à mon avis, quand on leur dit ça, elles prennent beaucoup plus l'importance de ce sujet que le monde masculin qui n'est toujours pas là. Et donc, il est important de marteler partout, et je le dis haut et fort, et Thierry Coulon l'a bien compris pour Polytechnique Centrale, les mines et tutti quanti, qu'il faut leur montrer les conséquences sociétales, éthiques, mesurer tout ça. Et je pense qu'en allant vers ces sujets, on va beaucoup plus attirer les femmes. Que tu sois entendue. Merci beaucoup Laurence. Alors justement, pour attirer les femmes, est-ce que là, il y a le programme Tech pour toutes qui sera présenté tout à l'heure. Est-ce que ce programme, tu penses que ça va déjà satisfaire un peu les attentes des entreprises? Qui en fait le problème des entreprises, c'est qu'elles disent, nous on a du mal à recruter. Donc en fait, c'est un cercle vicieux aujourd'hui. Alors, Tech pour toutes, déjà j'engage tout le monde à aller sur le nouveau site web qui est formidable. C'est aussi un centre de ressources qui reprend notamment les rapports que tu as dirigés, Catherine. Et c'est enfin la première fois qu'on fait une action vraiment d'ampleur en France et systémique. Et c'est la première fois de l'histoire de France qu'on a ce type d'action pour les femmes, et ça regroupe, ça fédère une centaine d'acteurs quand même concernés. Donc des acteurs évidemment lycées, universités, grandes écoles et le monde des associations et des entreprises. Et donc l'objectif, je ne vais pas spoiler, l'objectif c'est de suivre, accompagner, booster le parcours de 20 000 jeunes femmes de Bac-3 à Bac+5, 20 000. Alors 20 000, c'est pas assez, bien entendu. Mais évidemment que l'effet recherché, c'est l'effet boule de neige. Et donc c'est la première fois en France, oui, que nous tous, acteurs, qu'on soit associations, écoles, universitaires, syndicats et associations entreprises, on s'unit et on se prend chacun une part du job. Nous, chez Numéum, par exemple, on a 5 grosses actions à opérer en 5 ans. Et l'État nous attribue pour cela une personne à temps plein. Puisque c'est une des initiatives qui a obtenu un AMI CMA de 9 millions d'euros.
Donc on attend en effet le démarrage rapidement. Laurence, un mot et après Lydie. Moi, je voulais rajouter que pour aller chercher les filles, il faut aller très tôt à l'école, bien avant le collège, en primaire, à la fin de la primaire. Et donc, moi, je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, où on retrouve Céline Villani, Hugo Dumini, parce que c'est de la médiation scientifique en mathématiques et en informatique. J'ai pris de mon temps et j'ai formé des gens, des jeunes, pour m'accompagner. On a créé des capsules éthiques et IA, éthique et numérique, pour le 3e cycle. Et on voudrait les jouer à l'école, sauf que arriver dans l'éducation nationale, c'est un long combat. Là, j'ai réussi, il y a un recteur de Haute-Savoie qui va essayer de diffuser dans toutes ses écoles. J'en parle partout. J'espère que vous m'aiderez à ça. Pour l'instant, on a une dizaine de capsules clés en main. C'est un peu comme la main à la pâte. C'est autosuffisant. Ça forme les profs. Ça explique tout un tas de choses. Il y en a une qui est la prise de l'attention. On parle de dopamine aux enfants. Je l'ai testé grâce à Édouard Philippe au Havre. Et les enfants parlent. Et c'est développer leur sens critique. On ne leur dit pas c'est bien, c'est pas bien. On leur dit voilà comment ça marche. Celui qui a fait le jeu fait tout pour garder ton attention, et toi, ça génère du bonheur, de la dopamine, et donc tu as envie de rester. C'est pour ça que quand ta mère, elle vient, elle chope le portable ou elle l'éteint, tu es fâché. Et quand les enfants ont ça en main, ils expliquent aussi à leurs parents ce qui se passe. Je ne vais pas dire que ça résolve tout le problème, mais ça permet de distancier entre la machine et l'intimité qu'on crée avec la machine. Et je pense que c'est très important. Et on en a un sur les femmes et l'IA, et les femmes et les enfants, et c'est très mignon parce qu'il y a un petit garçon. On a filmé des enfants, sinon c'est une chouette, comme la chouette de Merlin l'Enchanteur qui parle aux enfants, comme un professeur, mais qui ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, elle dit juste voilà ce qui existe. Et en fait, dans une petite vidéo, il y a un jeune garçon qui doit avoir 10 ans, qui dit mais fin avant ou fin quand même. Alors il zozote, il dit parce que les filles maintenant, elles ont le droit de jouer à des vœux de guerre. Pour lui, le numérique c'est ouvert aux femmes aussi, parce que maintenant on voit des filles dans les jeux de guerre, vous voyez. Donc c'est quand même important de se rendre compte du delta et du besoin de discussion de ces enfants, et que dans une classe, on prenne 3 heures en maths, 3 heures en français et 3 heures en je ne sais pas quelle autre matière pour les faire parler là-dessus. D'abord, c'est de la prise de parole devant les autres, donc c'est aussi une aide à la prise de parole. Les filles le font moins. Donc, quand elles sont petites, c'est plus facile de leur dire de le faire. C'est aussi du raisonnement, c'est aussi de la logique, donc ça a trait aux mathématiques, ça a trait aussi à l'éducation civique, mais on ne sait pas très bien ce qui est fait dans ce cursus. Donc c'est important de pousser à ce que dans le cycle 3, il y ait ça. Et pour qu'on sache un peu ce qui se passe, nous on veut faire un contrat avec les enseignants, on donne tout gratuitement, on a 10 capsules magnifiques et tout un tas de choses pour eux, et ils nous renvoient les questionnaires des enfants pour qu'on arrive à mesurer l'impact des mots, l'impact de ces objectifs. C'est dans le cadre de la Fondation Blaise Pascal. C'est la Fondation Blaise Pascal qui le porte. Voilà. Et c'était ma chère aussi au CNRS. Voilà. La Fondation Blaise Pascal, c'est une fondation qui a été créée par le CNRS, l'Université de Lyon, maintenant il y a Saclay, et l'INRIA évidemment. Donc je crois qu'on peut aller sur le site de la Fondation où on peut te voir. L'école. Voilà. J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. En fait, il y a 10 ans, j'ai créé une plateforme pionnière quand même en France et en francophonie sur l'égalité des sexes, sur la pédagogie de l'égalité des sexes qui s'appelle Mathilde Lapointe Éducation au sein de l'association V.IDEO. Et ce qu'on a découvert sur le terrain, c'est qu'effectivement, même si cette plateforme est subventionnée par la direction numérique de l'éducation, en fait, c'est à maintenant chercher les enseignants, parce que les enseignants sont prêts, les enseignants et enseignantes sont prêts à tester des choses, ils veulent juste savoir comment y aller. Donc en allant chercher les enseignants, on peut faire des grandes choses. Et donc aujourd'hui, Mathilde Lapointe Éducation, c'est 80 vidéos qui expliquent l'égalité, donc des capsules pédagogiques. Pourquoi j'en parle? Parce que ça pourrait les intéresser d'avoir des capsules sur la partie IA également. Mais je regarderai, mais c'est surtout, en fait, ça dure 2-4 minutes, c'est surtout comment les enfants en parlent après. Donc c'est du collectif oral, et c'est comme ça qu'on se crée des opinions. Non, mais justement, Mathilde Lapointe Éducation, c'est vraiment un produit holistique pour les enseignants qui leur donne également une trame pédagogique. Donc, c'est une valise pédagogique avec des ateliers, des scénarios à avoir en place. Donc, c'est super intéressant aussi comment dire, pour donner une autre perspective. Très bien, c'est très complémentaire. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que à un moment donné, on sait tout ce qu'il faut faire, en fait. Il suffit d'aller lire Isabelle Collet, Les oubliés du numérique, elle en reparle. On a tous, quelque part, dans un livre, dans plusieurs livres, tout ce qu'il faut faire.
il est temps d'agir. Quand je dis agir, attention, je me dis que toutes ces initiatives-là, à un moment donné, nous permettent d'avancer. Mais quand je dis agir, c'est que faire des choses avec les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, expliquer ne suffit pas. C'est faire, il y a des ateliers donc, de sciences, de numérique, dans des Fab Labs. C'est à un moment donné pratiquer et de montrer en fait qu'il n'y a pas une question de hiérarchie des savoirs, parce que aussi ça, hein, culturellement, on se bat contre ça. C'est-à-dire être ingénieur, c'est là, par rapport à tricoter, c'est là. C'est détruire la hiérarchie des savoirs. Détruire cette hiérarchie-là et faire comprendre aux enfants dans un premier temps que les savoirs sont égaux d'une certaine façon et leur faire pratiquer les ateliers. Ça, c'est super important. Pratiquer avec les enfants. Pratiquer les sciences. Ben écoutez, je crois qu'en effet, je vois que c'est la fin. Je pense qu'on vous a démontré en 30 minutes un coup de colère quand même en disant engagez-vous les hommes, on a besoin que vous soyez avec nous dans cette bataille parce que quand même vous avez encore une grande partie du pouvoir et c'est vous qui avez souvent le pouvoir de décision quand vous recrutez des femmes dans votre équipe. Deux, il y a des solutions concrètes qui sont là, donc on peut applaudir nos intervenantes et qui seront là si vous voulez après avoir des questions avec elles. Et alors le livre, et Laurence de Villers va signer son livre, je ne sais pas où, mais par là, à la librairie. Donc, et je vous invite. Mon livre à la librairie maintenant, parce qu'après je dois partir travailler. Merci beaucoup.